section. Et je suis entouré de M. Doucha Belgrave. Je suis de la section. Et Kervenanek. Je suis Marion Galissard, je suis aussi membre de la section et je suis par ailleurs commerçante dans le quartier du Cariado pour moi. Alors Gérard Le Breton, alors Le Breton en un seul mot, je signale. Je suis le trésorier de la section. Voilà, et Patrick Baudin, donc j'habite aussi le quartier de Cariado. Vous avez dû recevoir le communiqué. Je pense que j'arriverai pas. Mais en gros, l'effet marquant, un des faits marquants de la période actuelle, c'est la montée du nationalisme qu'on peut observer en France, mais en fait à l'échelle internationale, et qui s'accompagne d'une progression des courants fascistes. Et cette fuite en avant nationaliste, pour nous, elle s'explique par un système capitaliste empêtré dans un marasme économique depuis plus de décennies et qui voit là une sorte d'issue, en tout cas un moyen de dévoyer la colère liée au creusement des inégalités. Et là, on a tout un discours guerrier avec cette montée du nationalisme, ça va entraîner une exacerbation de la guerre économique, ce qui pave le chemin de la guerre tout court, la guerre militaire, une fois de plus, et y compris à terme, c'est pas forcément une perspective de court terme, mais à terme, les pays comme les nôtres pourraient être concernés. Et donc cette vague réactionnaire qu'on observe sur tous les continents, elle est à nos yeux profondément patriarcale. Elle s'attaque au mouvement féministe et au mouvement de défense des droits des minorités, notamment les LGBTQI. Et c'est une vague aussi profondément raciste, puisqu'il y a ce moyen cette instrumentalisation de la question des origines pour diviser pour mieux dominer. Et dévoyer, comme je disais, la colère qui est engendrée par le creusement des inégalités sociales et les injustices elles-mêmes générées par le système capitaliste. On voudrait insister sur la place de l'OR en fait, dans tout ça, évidemment, parce que en tant que maire de Lorient, il cherche à se construire une image lisse de bon maire de la commune, mais il contribue largement à cette vague réactionnaire. En témoigne cette expérience nationale au ministère qu'on appelle le ministère de la destruction de la mer, et où il a pu côtoyer des ministres comme Bruno Retailleau, donc de droite extrême, et localement, où sa politique se traduit entre autres par une casse des services publics. Et donc c'est un défenseur à nos yeux d'un système économique qui creuse les inégalités sociales. Donc on a voulu décliner localement un programme. Alors on est conscient des limites de l'échelle d'une collectivité, bien sûr, surtout dans un contexte national où l'État cherche à étrangler financièrement les collectivités, aboutit à des mesures qu'on pense sont à même de transformer le quotidien des Lorientaises et des Lorientais en atténuant les conséquences du système capitaliste. Donc on espère, c'est pas qu'on espère, c'est qu'on va présenter une liste de candidats et de candidates qui seront des élus combatifs et combatifs, et tout en étant présents dans les luttes locales, et puisqu'on a à nos yeux une transformation plus globale de la société sera le fruit de puissantes mobilisations populaires, et pas seulement le fruit du travail d'élus qui sont renouvelés tous les 6 ans ou tous les X années. C'est pour cette raison que plus largement on invite à l'engagement dans la force, on invite à l'engagement et à rejoindre l'organisation. Il y a tout un panel d'organisations qui existent, en tout cas à nos yeux la force de l'organisation pour réfléchir et agir ensemble
pour œuvrer à cette transformation de la société. Vous avez pu avoir du coup une copie du programme qu'on souhaite présenter aujourd'hui. Donc comme le disait Boris, c'est un programme qui est assez dense. Vous avez une trentaine de pages avec un certain nombre de mesures pour aller vers un programme, là nouveau comme le disait Boris, un programme on a voulu un peu offensif de rupture avec la politique actuelle. Notamment un programme qui défendrait le lutter pour et pas lutter contre. C'est un peu notre vision. C'est un programme qui s'inscrit, mine de rien, malgré que ce soit un programme de rupture, dans une continuité. C'est-à-dire que ce travail, il est à la fois la continuité des mesures qu'on a portées depuis au moins 2020, les dernières élections municipales, voire un petit peu avant. Il est le fruit à la fois de propositions donc, de la section du Parti communiste français, mais il est aussi construit plus largement avec l'ensemble soit de mesures déjà existantes, notamment dans le programme de l'Orient en commun de 2020, mais aussi issues de certaines revendications à la fois du mouvement social, des syndicats, du mouvement associatif. Donc c'est un programme qui se veut inclusif dans la représentation des forces de gauche dans leur diversité. Voilà. Surtout un programme qui vise à lutter pour et qui vise notamment à lutter pour une ville inclusive, une ville solidaire, une ville antiraciste, féministe et bien sûr écologique. Donc on a un certain nombre de mesures fortes pour l'intérêt général et notamment des mesures pour répondre à ce qu'on a identifié comme certains des principaux enjeux pour la ville de Lorient aujourd'hui, et notamment répondre à la crise du logement, instaurer par exemple la gratuité des transports publics, bien sûr défendre les services publics à l'inverse de la casse qui a lieu à l'heure actuelle, et puis proposer d'autres mesures un peu plus novatrices, on va dire, un peu plus dans la rupture. Mais je vais laisser mes camarades du coup détailler un peu plus l'ensemble de ces mesures. Sur le contenu, ce contenu, comme allait dire Boris, on l'a travaillé depuis plusieurs mois. Je crois même qu'on ne l'a jamais aussi bien travaillé à Lorient, collectivement. Beaucoup de réunions ici, le soir, tard, des allers-retours, des échanges, des modifications. Donc un travail collectif et un travail qui a été validé. Donc le 4 avril, là, c'est tout récent. Voilà. Donc après, le contenu, vous l'avez naturellement sous les yeux. Hein. Il y a en gros, au-delà du préambule, c'est le point 1, il y a 9 points derrière, et on fera 10, n'est-ce pas ? Et donc, ça va de lutter contre la spéculation, interdire les expulsions, se loger, c'est un droit, d'accord ? Dans toutes les réunions qu'on fait, que ce soit avec l'Orient en commun, les assises de la gauche, etc., ça ressort constamment. Hein. Il y a une pénurie de logements globale en France, une catastrophe. La politique de la ville, on l'a vu avec Macron, il a complètement mis ça de côté. Et on n'a jamais si peu construit de logements sociaux en France. Donc, un gros problème. Et on voit malheureusement, à Lorient comme ailleurs, trop de SDF. Et puis des étudiants qui ne peuvent pas se loger. Donc vous avez tout ça dans le détail. Le deuxième point, donc aussi, c'est une vision donc, de service public, hein, se doter donc, je crois, d'un outil de mise en œuvre du logement, l'importance du logement social, donc il y a les hébergements d'urgence, protection des locataires, il faut revoir, les étudiants, les personnes âgées, donc voilà. Et l'accueil aussi des familles à l'âge. Et il y a la politique énergétique, parce que se déplacer, c'est un droit, donc le transport public pour toutes et tous, nous, les transports en commun, nous les voulons gratuits. D'accord ? Et à terme, se passer de la délégation de services publics pour, si possible, revenir à une régie municipale ou quelque chose qui s'en approche. Et nous, on va même au-delà, c'est-à-dire qu'en tant que communiste, là, on envisagerait même l'idée d'une société coopérative d'intérêt collectif sur les transports, d'accord ? Alors, sachant que les transports, vous savez comme moi, c'est une compétence de l'agglomération.
Alors là, on est sur les municipales, mais à chaque fois qu'on va sur les transports, on est sur la GO. Donc il y a forcément un retentissement avec les communes des donc moi, je suis dans les groupes transport, dans l'Orient en commun, les assises de la gauche, etc. Et puis l'économie. Bon, alors les camarades écologistes, etc., ils insistent naturellement beaucoup sur le vélo. Mais c'est vrai qu'à Lorient, moi je leur disais personnellement, par exemple, faire carrière d'eau, la route Belgique, etc., je ne suis pas du tout en sécurité. Tout de suite, mon vélo, il est rangé dans le garage, et il n'en sort pas beaucoup, parce que c'est extrêmement dangereux pour les vélos. Donc là, il y a un gros travail à faire. Défendre le vivant, lutter contre les inégalités de santé, donc ça c'est un gros pavé. C'est vrai qu'on aimerait bien aussi voir davantage de centres de santé, des jeunes médecins s'installer, et donc hors du système libéral tel que la médecine elle a été pratiquée beaucoup trop longtemps. Préserver la biodiversité, oui, il y a vraiment une bonne santé, il faut avoir une bonne alimentation. Et donc on est pour une politique publique, là, pas de charité, mais garantir le droit à l'alimentation. Donc on voudrait aller, nous, vers une sécurité sociale de l'alimentation. Ça reprend aussi le programme national du Parti communiste. Des commandes publiques pour davantage de production biologique. La création d'une formation à l'agriculture biologique, la gestion du foncier, très très important. Malheureusement, bien souvent, les terres agricoles ont été transformées pour la bétonisation et il y a de moins en moins de foncier disponible pour les agriculteurs. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, si on veut faire de l'agriculture biologique, etc., il va falloir donner des terres aux jeunes agriculteurs, sachant qu'il va y avoir énormément d'exploitations agricoles qui risquent de disparaître vu le vieillissement de la population. Donc là, nous, Boris l'a dit, mais on est dans toutes les luttes, que ce soit la fonderie de Bretagne, les ports et docks, etc. Entre parenthèses, en fonderie de Bretagne, c'est comme moi, on est parti là, ça continue de faire des obus. Donc crise commerciale, guerre commerciale, et puis malheureusement, il risque de déboucher vers une guerre mondiale. Le tourisme, les commerces, donc mettre fin au développement des grandes surfaces commerciales, le tourisme naturellement, la maritimité, on en a touché quelques mots. C'est vrai que l'OR il s'est mis en avant en très peu de temps comme ministre de la pêche, et il a surtout travaillé avec la grande industrie agroalimentaire et pêche industrielle. Et nous, on est plus pour une pêche locale, artisanale. D'ailleurs, l'OR a donné son feu vert, ils ont transformé un bateau en bateau de pêche industriel pour faire du surimi. Ce bateau de pêche industriel, il prend 400 tonnes jour de merlan bleu pour faire du surimi, 400 tonnes jour. Donc on est dans un appauvrissement colossal de la ressource. On soutient le mouvement social et syndical. Localement, on souhaiterait, nous, on a échangé d'ailleurs avec nos camarades de la CGT là-dessus, c'est une vraie bourse du travail. Alors, avec tout le monde réuni, parce qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Et puis, un parking, ne serait-ce que pour y accéder, parce que ce n'est pas forcément toujours si évident. Dans l'école, là, il y a la culture et le sport. Donc, nous, au Parti communiste, la culture et le sport, ça nous tient à cœur. Tranquillité publique et prévention. Alors, là, on se distingue de M. Loer parce que nous, on ne veut pas d'une police municipale qui soit les supplétifs de la police nationale. D'accord ? Donc, il faut redonner une mission qui correspond au service de la population et pas forcément une force de répression tous azimuts. Donc, sur inscrire notre réflexion, notre action dans une vision internationaliste, on voit aussi que l'OR applique ce double standard en fait, entre les vies humaines, comme on peut le voir entre le traitement de la guerre en Ukraine et du génocide en croix Gaza. Et s'il n'hésite pas à afficher un soutien au peuple ukrainien, et évidemment on soutient aussi le peuple ukrainien, et on agira publiquement en soutien au peuple palestinien et contre le génocide en cours à Gaza. Donc nous comptons maintenant rencontrer nos partenaires potentiels à gauche, forts donc de cette base programmatique.
parce que nous avons la faiblesse de penser qu'avant de parler de liste, avant de parler de tête de liste, il nous faut discuter sur le programme de la mandature à venir. Alors, je signale qu'on rencontrera donc les partenaires de gauche sans exclusive, c'est-à-dire ça va du Parti socialiste aux Insoumis, parce qu'au Parti communiste, on est capable de discuter avec tous les partenaires de gauche. Bien entendu, du Parti socialiste aux Insoumis, en passant par les écologistes et d'autres organisations de gauche. Et aussi, je signale que nous sommes assez actifs dans le cadre donc des assises de la gauche et de l'écologie, et assez actifs au sein de l'Orient en commun. Nous peaufinons là aussi le programme qui pourrait être un programme commun à l'ensemble de la gauche. Et je pense que notre base programmatique est susceptible, disons, d'enrichir le programme en cours à l'Orient en commun. Ouais, donc vous êtes bien dans cette dynamique-là quand même, quoi. Et vous discutez déjà avec tout le monde. Enfin, ça fait plusieurs mois. Vous êtes bien dans les assises. Depuis que ça s'est lancé, il y a des camarades dans toutes les commissions quasiment. Ouais, il y a le Stradi qui se fâche et qui part de son bord. Vous le voyez comment ça Nous, on souhaite que toute la gauche soit réunie. Ouais, on est... Donc, y compris le Parti socialiste. On trouve dommage qu'il s'écarte d'entrée. Il s'écarte et puis il désigne clairement des gens dont il ne veut pas. Enfin... Il y a des divergences. Mais on pense qu'à l'échelle locale du moins, pour les prochaines échéances, elle pourrait tout à fait s'inscrire dans un espace unitaire qui permette à chaque organisation d'afficher aussi ses spécificités. Oui. Tout en effectivement mettant d'abord en avant le programme, après la constitution des listes et après le problème de la gauche. Et la présence des communistes à l'Orient en commun et à la gauche est construite sur le développement de ces idées. Cette désunion-là qui s'affiche de fait, elle reste incompréhensible à mon sens tant qu'il n'y a pas eu de discussion sur le programme, et donc à terme ça va se clarifier par les échanges qu'il va y avoir. Sauf s'il y a des ambitions personnelles qui veulent aller au-delà de l'aspect programmatique. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. J'ajouterais, je mets un petit pavé dans la mare, quand même le Parti socialiste sur l'Orient, il a quand même toujours voulu être assez hégémonique. Donc c'était un peu sa chasse gardée, quoi. Donc on a eu le Drian, après Métairie. La dernière fois, il y avait on a dit la désunion de la gauche qui fait que accidentellement M. Loher est arrivé à la mairie. S'il y avait eu une union sérieuse sur des bases saines, la gauche serait restée majoritaire à l'Orient. Mais voilà, après nous, on essaie de travailler au-delà de l'aspect des personnalités, qu'elles se sentent elles-mêmes légitimes d'entrée de jeu. On avance là, et après on verra, nous, ce que l'on fait au fur et à mesure qu'il y aura des échanges avec les autres formations. Des négociations, ce n'est pas des négociations, ce sont des rencontres avec les camarades des autres formations de gauche. Nous en inspirons beaucoup, y compris ceux qui sont pour le moment rétifs, ceux qui sont plus ouverts, comme les Verts et l'Orient en commun, qui sont un peu de même groupe. Oui, nous en inspirons beaucoup parce que c'est une occasion pour nous tous de vraiment discuter sur le fond. On ne le fait pas si souvent, n'est-ce pas? On ne l'a pas fait si souvent. Alors là, c'est vraiment une belle opportunité, je crois. Et on vous tiendra au courant, évidemment, de nos rencontres et de ce qu'il en ressort. On a effectivement des lignes, ce qu'on appelle les lignes fortes, sur lesquelles il n'y a pas un sens interdit, hein, mais il faudra négocier, effectivement, il faudra discuter sur nos raisons pour cela et leurs raisons pour ne pas les accepter dans l'immédiat. Mais il peut y avoir, à mon avis, des compromis, oui, des bons compromis entre tous ces groupes de gauche. Nous y croyons beaucoup. La première question qui me vient à l'esprit, Gaël Le Stradic
elle est quand même la chef de file de Lorient en commun. Vous participez à Lorient en commun et Gaëlle Le Stradic dit moi je me retire des assises de la gauche, pardon. Mais tout de même, elle est chef de file de Lorient en commun. Comment vous inscrivez-vous, PC, dans Lorient en commun, sachant que c'est contradiction à elle. Hein. Voilà, si elle y est, puis qu'elle dit que quelque part elle s'en écarte, bon, il y a une contradiction, mais voilà, il va falloir qu'elle la gère elle-même. Hein. Alors s'il faut distinguer Lorient en commun en tant que groupe au conseil municipal, groupe d'opposition au conseil municipal, où il y a Le Stradic qui effectivement est la tête de la chef de file, hein, et puis l'association Lorient en commun, qui n'a pas encore pris ses décisions et qui se décidera par la suite. Mais dans votre discours, vous faites état simplement des groupes politiques traditionnels, notamment dans les alliances. Et quelle place allez-vous donner justement à la parole citoyenne? Quel que soit le type d'élection, à tous les niveaux, on a toujours fait rentrer des personnalités de la société civile, des citoyens, etc., qui n'étaient pas forcément encartés dans un parti politique. Parce que Escalité, on leur reconnaissait une influence sur un sérieux sur certains sujets à traiter, hein, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau régional ou national, pour que ce soit les législatives et autres, mais également au niveau européen. Hein, on a eu des candidates qui étaient provenant du Parti communiste, figuraient sur la liste du Parti communiste. Donc par contre, on n'en fait pas une centralité. Vous voyez, c'est pas pour nous, c'est pas les citoyens, je l'ai dit d'ailleurs des fois en réunion, il ne suffit pas de se dire citoyen pour automatiquement avoir sa place. Il faut une compétence, il faut un sérieux. La citoyenneté, comme ça, c'est pas le blanc-seing qui permet tout et n'importe quoi. Voilà. Alors inversement, dans votre raisonnement, justement, si c'est Lorient en commun qui décide d'avoir une tête de liste citoyenne, est-ce que vous allez suivre ce mouvement-là? Parce que vous dites faire entrer le citoyen au sein de votre liste, et l'inverse est valable? Nous, on n'est pas à la désignation de la tête de liste. Hein. De toute façon, on a bien vu, il y aura un travail collectif, il y aura des échanges, etc. On ne peut pas dire là qui sera la tête de liste. Vous êtes en capacité de constituer une liste et de partir tout seul? C'est pas du tout l'objectif. Du coup, le travail quand même de l'inclusion du citoyen au sein de nos socles programmatiques, comme je le disais au départ, il est quand même inscrit depuis le départ de ce socle programmatique. C'est-à-dire que effectivement, c'est la constitution à la fois de la réflexion de militants communistes, mais pas seulement. C'est aussi le fruit de nos rencontres avec les associations, avec le mouvement syndical, avec les citoyens l'orienté, avec notre expérience tous les jours individuelle en tant que citoyen, en tant que militant communiste d'une part, mais en tant que citoyen d'autre part. Et donc en fait, c'est inscrit, nous, le citoyen, il est dans la démarche globale de ce socle programmatique. On inclut l'ensemble du mouvement social et des forces sociales qui sont présentes dans le bassin orienté. De toute façon, donc on n'est pas du tout fermé à ça. Les villes, les départements et les régions ont un rôle considérable à jouer dans le soutien à la population, que ce soit l'enfance, la famille ou l'âge. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un programme très détaillé, touchant l'ensemble de ces questions et permettant aux gens d'avoir une référence pour pouvoir s'appuyer sur une ligne politique. Après, c'est évident que pour nous, qui sont des animateurs et on connaît les enjeux de l'union des partis de gauche et des citoyens, il est très important de pouvoir composer une liste qui soit très représentative de ces engagements-là au niveau territorial. J'aimerais revenir sur votre socle programmatique et notamment sur la gratuité des transports. La gratuité des transports, en fait, c'est tout simplement des arbitrages économiques. Ça se chiffre autour de 4-6 millions. Pour ce qui est de la billetterie, en fait, c'est une part. En fait, c'est juste une petite partie de financement global des transports. Et c'est un coût supplémentaire pour la commune, effectivement. Il y a des enjeux financiers à long terme sur cette gratuité des transports, et y compris qui sont à long terme bénéfiques pour l'ensemble de la population lorientaise. Parce qu'une gratuité des transports en commun, c'est aussi
plus de mouvement de la population et donc du coup forcément un gain économique pour l'ensemble du territoire. Et ça va au-delà effectivement là aussi de la question seulement de Lorient, mais de l'agglomération dans son ensemble. On ne faut pas seulement voir l'enjeu financier de l'immédiateté de la mesure, mais sur quoi elle s'inscrit dans le temps. Pour ce qui est de la sécurité sociale de l'alimentation, on a bien mis tendre vers une sécurité sociale de l'alimentation. Je pense que là où on en est pour l'instant dans ce projet-là, c'est déjà de populariser cette idée, de faire émerger l'idée que en fait, on s'attaque depuis des années à la sécurité sociale, mais on peut aussi entrevoir une autre approche qui serait une approche plus offensive et en fait d'élargir, d'étendre la sécurité sociale à de nouveaux droits, et notamment celui d'une alimentation saine et diversifiée et choisie. Par rapport aux critiques que vous faisiez virulentes par rapport à Fabrice Loher, concrètement, qu'est-ce que vous lui reprochez au sein bilan viendra, ça fait partie du travail à venir de bien étoffer le bilan du mandat de Loher, mais pour ce qui est des camarades, par exemple des agents territoriaux avec qui on a pu échanger, ils dénoncent en fait la casse de certains services publics, notamment la fermeture de l'EHPAD de Kergastenen, la privatisation de certains services. Il y a les ADSEM, l'actualité, ont complètement transformé leur travail en une dizaine d'années, les ADSEM, et elles ne sont pas reconnues, elles sont épuisées, elles ne sont pas assez nombreuses, et on veut leur faire faire en plus du boulot d'animation. Elle revendique, et je les comprends, la possibilité de passer à zone de maîtrise, aussi la police municipale, cette évolution vers la répression, la vidéosurveillance, oui, cette lutte contre le narcotrafic en fait qui est une déclinaison, c'est-à-dire une espèce de mise en scène. On arrive dans les quartiers et on pose des mesures toutes répressives. Quelles sont vos propositions juste pour lutter contre ce trafic? En fait, c'est une problématique avant tout sociale. En fait, le problème de drogue dans une société est lié au développement de la précarité, de la misère. Et donc, c'est avant tout des mesures sociales. Donc, renforcer les services publics dans tous les quartiers, y compris les quartiers populaires. Et la place aussi plus la place de travailleurs sociaux, et plutôt que plus de force de l'ordre dans les quartiers. Vous parliez tout à l'heure d'expulsion, enfin empêcher les expulsions, en tout cas les interdire, peut-être même aller jusque-là. Concrètement, un locataire qui ne paie pas son loyer, parce que vous continuez à dire non, le locataire ne doit pas être expulsé L'arrêté anti-expulsion, dans le cas de figure que vous présentez par exemple, ça serait une solution de relogement. Et tant qu'il n'y a pas de solution de relogement, donc le locataire resterait dans le logement sans payer son loyer pendant 2 ans, 3 ans. L'État n'a pas fait le nécessaire dans la construction de logements sociaux et on ne permet pas l'exclusion des personnes de leur domicile. Il faudrait, conditionnel, que l'État dédommage le bailleur privé, parce qu'en effet, après ça se termine au tribunal et bon, il y aura une expulsion et ça mettra encore des gens sur le trottoir. Donc, on peut penser dans les critiques qu'on peut faire à M. Loher que cette question du manque de logements sociaux est quelque chose d'essentiel dans la vision que nous on a d'un programme. Non, on a un vrai enjeu et à l'heure actuelle, on considère qu'un certain nombre de projets qui ont été lancés par la municipalité actuelle ne répondent pas aux besoins réels des habitants de la ville de Lorient. Il y a un certain nombre de projets dits guillemets haut de gamme du parc locatif, alors qu'à l'heure actuelle, on a un certain nombre de personnes dites guillemets de la classe moyenne qui ne parviennent pas à se loger à Lorient, donc il y a un vrai enjeu là-dessus. La question finalement de l'expulsion et des expulsions d'un certain nombre d'individus, qui soient dans le logement social ou qui soient dans le logement locatif privé, n'est qu'une infime partie de la question globale du logement à laquelle on tente de répondre
pour partie via notre programme, puisqu'effectivement, avant d'arriver à une expulsion, il y a aussi un certain nombre de mesures à mettre en place. Il y a effectivement la question de l'énergie, la question de développer des chèques énergie, la question d'y réfléchir au niveau municipal. Il y a plein de choses qui peuvent être pensées au niveau local. On voit les communes qui créent du groupement de commandes de l'énergie, etc., etc. Donc en fait, la question vraiment de l'expulsion, elle arrive en dernier lieu d'un problème beaucoup plus global à l'échelle de Lorient et à l'échelle de l'agglomération plus généralement. Donc en fait, c'est aussi par là qu'on répond avant aux expulsions à un certain nombre de mesures à mettre en place pour éviter d'avoir effectivement à expulser, que ce soit dans le privé ou au niveau du logement social. D'urgence et protection des locataires. Et il y a le 262, c'est réquisition des logements vacants par arrêté municipal pour y loger des personnes en famille, les familles sans logis. Il y a combien d'appartements, de maisons inoccupées seulement occupées éventuellement un mois ou deux l'été, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir des réquisitions, quoi. Et ça, après, il faut avoir le courage politique de le faire. Il faut aussi que le préfet ne nous mette pas les bâtons dans les roues, le gouvernement également, quoi. Le programme, là, c'est une base de travail, de discussion à gauche ou c'est sans concession? C'est un pourcentage relativement modeste. On s'attend à ce qu'il y ait des consensus sur quand même pas mal de points. Et non, il y a de la place à la discussion. Ouais, la discussion, mais sur certains points qu'on a fixés collectivement. Ouais, parce que 6 mois de travail, j'imagine quand même qu'il y a des choses auxquelles vous tenez fortement. La gratuité des transports en commun, par exemple, atteindre les 40% de logements sociaux. La lutte contre la spéculation pour les logements privés, l'encadrement des loyers, le plafonnement, et puis la régulation du marché des meublés, de tourisme. Ouais. Un enregistrement à la mairie, la limitation du nombre annuel de nuitées, etc. Ça, c'est un contrôle qui n'a jamais été fait. Ça libérait des locaux. Après, l'ensemble des mesures, de toute façon, comme on le disait, on va rencontrer l'ensemble des forces de gauche, on va continuer à rencontrer l'ensemble du mouvement associatif et du mouvement social. Donc de toute façon, ce travail, il va être enrichi par l'ensemble de nos rencontres. Et les habitants, comment vous comptez les mobiliser face plutôt à ce que vous décrivez comme une vague réactionnaire ou à un système capitaliste en crise? C'est qu'en dehors de comment nous, on amène la mobilisation, il y a aussi le volet un peu inverse, en fait, c'est comment on répond, nous, à la mobilisation, parce qu'on sait aussi, et on voit aussi que lorsque les gens ont envie, lorsque les gens comprennent, les gens se mobilisent, les citoyens se mobilisent. Si on prend par exemple une lutte qui met locale, qui n'est pas sur Lorient mais qui est sur l'Armor, à l'heure actuelle, mine de rien, le projet de construction du centre de Thalasso, il y a quand même une mobilisation qui est assez forte, qui est joyeuse, qui est festive, et du coup c'est ce genre de mobilisation qu'on souhaite aussi... Si vous partez avec votre liste, quel est votre objectif en termes de score ? Si par contre vous décidez d'intégrer une liste, soit à côté Gaël de Stradic ou Lorient en commun, avec combien d'adjoints, combien de délégués vous escomptez obtenir? On n'a pas de réponse à apporter. D'accord. C'est l'arithmétique dans laquelle on ne s'est pas engagé du tout. Dans une réunion où j'assistais sur les assises de la gauche, en s'adressant à Damien Gérard, qui était là, il m'a fait remarquer qu'il fallait attendre la 16e ou la 17e place sur la liste de 2020 pour voir apparaître une deuxième communiste. Alors là, en effet, on a des prétentions un peu plus élevées que ça. Voilà, c'est